Enfin, d'être informé sur les incitations prévues par la réglementation pour attirer les investisseurs étrangers dans ce pays. Le Bénin inspire par son engagement sur le chemin des réformes et de la croissance durable. Nous avons voulu d'une chambre de commerce et d'industrie en phase avec la vision et les orientations politiques et économiques du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Bénin a fait l'objet d'une réforme organisationnelle profonde qui lui a conféré le statut de centre de service des opérateurs économiques avec des objectifs clairs à atteindre. Les chambres consulaires sont en amont et en aval des choix stratégiques de développement et constituent un partenaire idéal pour les pouvoirs publics dans l'atteinte des objectifs de développement. Aussi, les journées économiques programmées dans le cadre de la 47e Assemblée générale de la PCCAF devront-elles constituer le volet partenariat économique du réseau pour tirer profit individuellement et collectivement des opportunités d'affaires disponibles, mais également pour mener des réflexions sur le positionnement des chambres consulaires pour les 50 prochaines années. Cotonou offre l'occasion aux membres de la CPCCAF de mieux comprendre les enjeux économiques du Bénin et au-delà de renforcer le dialogue entre membres de ce vaste réseau économique international francophone, fort de 32 pays. Et pour cette première journée de travail, les participants à ces rencontres d'affaires francophones africaines en savent désormais un peu plus sur les réformes engagées par l'exécutif béninois pour favoriser l'épanouissement du secteur privé. Le ministre Abdoulaye Biotchané le leur a rappelé en précisant que le développement de l'économie ne peut se faire sans la contribution du secteur privé. Suivons un extrait de l'intervention du ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le gouvernement est conscient de ce que le secteur privé a besoin d'un environnement favorable pour se déployer. Ainsi, depuis déjà 2016, nous avons initié et mis en œuvre un ensemble de réformes et d'investissements publics pour créer un cadre propice au développement de ce secteur. Ainsi, plus d'une cinquantaine de réformes et d'investissements lourds et structurants ont été mis en œuvre, avec le seul objectif de renforcer les capacités d'opération et d'exercice du secteur privé. Ces réformes et projets concernent les domaines du financement, de la facilitation des échanges, de l'accompagnement à la normalisation, de la simplification et de la dématérialisation des procédures, de la sécurisation des investissements, de la fiscalité, y compris de la mise à disposition de personnel, de l'énergie, de l'eau, des routes, des plateformes portuaires et aéroportuaires, et bien sûr des infrastructures marchandes et autres. Beaucoup parmi vous ici qui avaient besoin d'un visa pour venir à Cotonou l'ont eu en 5 minutes, au plus en 15 minutes, de leur appartement, de leur bureau, ou peut-être même dans la rue. C'est la digitalisation des visas qui a été en place depuis déjà plusieurs années ici. Hier encore, la Banque mondiale a publié son rapport sur la logistique. Et ce rapport classe le Bénin comme le premier pays de la logistique en Afrique de l'Ouest. Et ça montre aussi les résultats de ces différentes réformes dont je viens de parler. Une montée en puissance des programmes de filets sociaux. Voilà ce qui va marquer le prochain triennal au plan budgétaire. C'est l'un des points pris en compte par le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. Il est adopté par le Conseil des ministres en sa session hebdomadaire du 3 mai dernier. Génial Afouda Monsia Agoka nous donne plus d'éléments de clarification sur ce document. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 est une disposition instituée par la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Ce document sert de support aux débats d'orientation budgétaire qui doivent se tenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La version 2024-2026 du document présente, au plan macroéconomique, la trajectoire d'une économie résiliente qui se remet des effets de la pandémie de la COVID-19 pour renouer avec une croissance soutenue
en dépit du contexte particulier marqué par la poursuite de la crise russo-ukrainienne. Cette résilience résulte principalement des actions mises en œuvre par le gouvernement depuis 2016 en vue de la transformation structurelle de l'économie béninoise. S'agissant de la gestion des finances publiques, il met en exergue les efforts d'assainissement des comptes publics et de consolidation budgétaire enregistrés au cours des 3 dernières années. Il montre également les progrès notés relativement à la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce aux actions du gouvernement. L'adoption de ce document reflète l'ambition du gouvernement du président de la République, Patrice Talon, de consolider une démarche de planification et de programmation économique. Le prochain triennal sera fortement marqué au plan budgétaire par la montée en puissance des programmes de filets sociaux, dont l'objectif est de réduire significativement l'impact de la crise économique mondiale et d'être un moyen adapté et innovant pour s'attaquer durablement à la pauvreté. Aussi, ces orientations prennent-elles en compte les objectifs de développement durable ODD pour lesquels le gouvernement a défini depuis quelques années les cibles prioritaires pertinentes pour le Bénin et mis en œuvre une série de projets et de réformes visant leur réalisation. L'ensemble des interventions de l'État se fera tout en s'assurant de préserver la viabilité de la dette et la soutenabilité des finances publiques. Le carrefour Vedoko aura bel et bien son échangeur. Les travaux de construction sont prévus pour démarrer début 2024. Le gouvernement vient d'ailleurs de lever les derniers obstacles à la construction de l'infrastructure. C'était en Conseil des ministres dernier. Les précisions avec Ghislain Koguet. Le carrefour Vedoko aura son échangeur moderne, beau, adapté et résistant. Le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation pour les travaux de déplacement de réseau dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou. Une bonne nouvelle en vérité quand on connaît les désagréments liés à la circulation à ce carrefour. Une bonne nouvelle parce que les populations attendent l'infrastructure. Une bonne nouvelle enfin parce que du tout au tout, le quartier Vedoko va changer de visage. Le projet vise à réduire la congestion et à fluidifier la circulation à ce carrefour par le renforcement de la capacité du trafic et aussi favoriser une meilleure qualité de vie dans la ville de Cotonou et dans sa banlieue. Quelle sera l'envergure de l'ouvrage à construire? L'échangeur du carrefour Vedoko. Un pont dénivelé en poutre caisson en béton précontraint de 270 mètres. Profil en travers en 2x2 voies sur une largeur de 18 mètres 3. Composé de 2 chaussées séparées par 7,5 mètres, avec des accotements et trottoirs de chaque côté. L'aménagement de l'intersection au sol, une couche de roulement en béton bitumineux sur l'ouvrage. Pour l'exécution des travaux et à la charge de la partie béninoise, la libération des emprises et le déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications et l'expropriation des biens privés affectés. La Société d'infrastructures routières et d'aménagement du territoire est autorisée à donner délégation à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, pour assurer la gestion administrative, financière et comptable, ainsi que la gestion technique des travaux de déplacement de réseau d'eau de la SONEB, et aussi signer une convention de mandat avec la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN pour la prise en charge du réseau de télécommunications à déplacer. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la signature des contrats. Patrice Talon est à cheval sur le timing. Le gouvernement tient au respect des délais. La période de 2021-2023 est consacrée à la réalisation des études et à la mobilisation des ressources. Celle de 2023-2026 est consacrée à la réalisation et la mise en service de l'ouvrage. Pour prendre en compte les effets de certaines contingences qui ne sont pas liées à la volonté du gouvernement, le calendrier est actualisé. Celui-ci prévoit le démarrage effectif des travaux de construction pour début 2024. Les derniers obstacles au démarrage de ce projet sont levés par cette décision. Vedoko aura son échangeur. Ce n'est qu'une question de temps.
Et en attendant, 2 projets sont financés par l'UEMOA au Bénin au titre de sa politique agricole pour la sécurité alimentaire. Il s'agit du projet d'aménagement de 1000 hectares de terres agricoles et le projet de construction de 24 magasins pour le stockage et la conservation des récoltes et des graines. Pour le suivi de ces investissements évalués à près de 10 milliards de francs CFA, le représentant résident de l'UEMOA s'est rendu à Malanville puis à Glazoué sur le site de la société Premium Rice Mills Industries, une des structures bénéficiaires de ces financements. Renaud Akakpo et Giscard Akpovi l'ont suivi dans son périple, suivant plus tôt. La société Premium Rice Mills Industries est spécialisée dans la production et la distribution de riz. Elle gère 2 rizeries au Bénin, l'une établie à Malanville et l'autre à Glazoué. Ce sont ces 2 fleurons de l'industrie rizicole qui focalisent l'attention de l'UEMOA depuis quelques jours. Après la descente de rendement menée sur le site de Malanville, c'est l'usine de Glazoué qui accueille la délégation conduite par Yaovi Bachassi, représentant au Bénin de l'institution sous-régionale. Sur le site de Glazoué, tous les compartiments de la chaîne de production ont été explorés au détour de cette visite guidée. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, parce que grâce aux efforts de l'État béninois, des rizeries se sont installées aussi bien à Malanville qu'à Glazoué pour pouvoir transformer le riz. Ça peut servir de modèle, n'est-ce pas, pour les autres États membres. Cette visite à Glazoué du représentant de l'UEMOA s'inscrit dans le cadre du suivi des investissements réalisés par l'institution sous-régionale dans la filière rizicole. Ici au Bénin, près de 6 milliards de francs CFA sont déjà injectés pour exécuter 2 projets qui ont trait aux aménagements de terres agricoles et à la construction de magasins de stockage pour le riz paddy. Le premier projet, c'est l'étude et l'aménagement de 1000 hectares de terres agricoles. Le second projet, ça a permis de réaliser 24 magasins de différentes tonnes. La construction donc, des magasins de l'UEMOA à côté de ces usines a sauvé vraiment énormément Premium. Cette modernisation a permis quand même d'avoir un riz parfumé, de bonne qualité, apprécié par les consommateurs. Premium Rice est aujourd'hui bénéficiaire de 2 magasins de l'UEMOA pour stocker nos matières premières. La société Premium Rice Mills Industries y déploie une gamme variée de services allant de la fourniture d'intrants agricoles aux équipements de récolte et la gestion d'une chaîne de valeur complète et intégrée du riz paddy. Comment réussir la réorganisation de l'écosystème de la filière du livre au Bénin en actionnant des leviers de changement structurel? Un projet veut trouver les remèdes et la phase 2 de ce projet a été lancée à l'Institut français de Cotonou en présence de Jennifer Sativi et Odette Dosso. Suivons plus tôt. Au Bénin, principalement, la créativité s'exprime au niveau des auteurs. Quand on prend le maillon des auteurs, tout ce que nous voyons là, ce sont les maillons de la chaîne. Une présentation détaillée des résultats issus de l'étude diagnostique du secteur du livre au Bénin et les perspectives d'action prioritaires sur la phase 2 du projet Ressources créatives. Après plusieurs mois de préparation, tout est fin prêt pour amorcer cette deuxième phase. Ce projet représente d'abord une belle opportunité pour les professionnels, parfois débutants, mais souvent aguerris, et en tout cas toujours engagés, qui forment, qui constituent ce secteur foisonnant, bouillonnant de la chaîne du livre au Bénin, une opportunité de rencontre, d'échange, de professionnalisation. On a vu tout ce qui avait été fait dans la phase numéro 1, et aussi de collaboration. Fortement impliqué dans le projet, le ministère de tutelle y décèle de grandes opportunités pour le Bénin. Le comité de pilotage est en train de travailler pour pouvoir mettre en place un plan d'action pour cette phase 2 qui va durer 3 ans. La cohésion reste entre les acteurs de la chaîne du livre qui commencent à travailler vraiment ensemble pour qu'aucun maillon de cette chaîne ne sorte de la chaîne, sinon elle ne sera pas, la machine ne pourra pas tourner. La deuxième phase du projet Ressources créatives, ainsi lancée, va s'étendre de mai à décembre 2023.
Les troisièmes journées des cliniques privées du Bénin se sont clôturées sur une note de satisfaction. Les sujets abordés ont trait aux réformes dans le secteur de la santé et les participants se disent plus aguerris et prêts à relever les défis liés au secteur sanitaire. Les précisions avec Christelle Tongodo et Simon Vian. Les différentes réformes dans le secteur de la santé ont fait l'objet de cette troisième journée nationale des cliniques privées. 2 jours de formation pour permettre à ces cliniciens du secteur privé de se mettre au pas quant à la certification de leur établissement de santé et l'accréditation du personnel. Vous vous êtes nourri à ces éléments et vous avez pris l'engagement de vous préparer à ce que ces 2 programmes se passent au mieux dans le secteur privé. Par ailleurs, il a été aussi question d'hygiène, un élément important qui contribue à assurer la qualité et la sécurité des soins, sans oublier le dialogue entre le secteur public et privé. Que le dialogue soit maintenu, entretenu et amplifié entre ces 2 secteurs pour qu'ils constituent véritablement une seule et même famille dans l'intérêt des patients que nous soyons. Et enfin, vous avez osé regarder l'avenir parce que vous avez parlé d'hôpital durable. Et cet élément très important qui a été un sujet porté par vos partenaires venus de Belgique et qui vous ont donné des éléments suffisants pour faire rentrer dans la problématique de nos établissements de soins de demain l'aspect durable. Les troisièmes journées des cliniques privées, c'était du 5 au 6 mai dernier. Les participants se sont quittés sur une note de satisfaction avec de nouveaux engagements pris. Allez, c'est l'heure à présent de notre dossier du jour. On parle toujours santé avec la dyslexie. La dyslexie qui est une pathologie qui affecte enfants et adultes. Quelles en sont les causes et comment reconnaître un patient dyslexique? La réponse, c'est dans ce reportage de Christelle Tongodo. La dyslexie est un mal peu connu qui affecte de nombreux enfants. C'est un trouble lié à l'apprentissage de la lecture qui se manifeste sur plusieurs plans. L'association syllabique est très difficile. Ils ne savent pas quoi accorder à telle chose pour avoir un son. Donc les enfants sont dans ces difficultés-là. Et donc quand vous leur demandez de lire, ça devient difficile. Donc il y a d'autres qui font des efforts pour pouvoir essayer de déchiffrer. Mais quand ils déchiffrent, ils ne comprennent pas du tout ce langage écrit-là. Donc, ils vont essayer de déchiffrer avec beaucoup de difficultés un test jusqu'à la fin sans rien en comprendre. Selon les spécialistes, la dyslexie est héréditaire, mais il existe d'autres facteurs associés à cette pathologie. Puisque c'est lié à l'apprentissage, ça peut d'abord partir des erreurs pédagogiques. Donc, la personne, on met une stratégie pédagogique inadaptée à ses difficultés pour lui apprendre la chose. Directement, il peut avoir des réponses comme ça sur le plan pédagogique. En dehors de ça, il faut dire que c'est des troubles qui sont parfois de l'ordre de l'hérédité, de l'ordre génétique. Par exemple, les carences affectives, les maltraitances, tout ça là, peuvent induire des inhibitions intellectuelles pouvant prendre la forme d'une dyslexie ou bien des difficultés dans les apprentissages. En cas d'une dyslexie, il y a des signes annonciateurs. Un enfant en âge de pouvoir lire, parce que les méthodes pédagogiques étaient là, qui n'arrive pas à faire la différence entre le B et le D, pour dire B et D en minuscule. C'est difficile pour eux. Les lettres en miroir là sont difficiles à décrypter. Il a des difficultés à faire des associations de lettres. Les lettres qui donnent un son, des sons donnés qu'il n'arrive pas du tout à identifier, comme le S et le CH. Ce sont des choses qui sont difficiles pour lui. À partir de ce moment-là, nous sommes interpellés. Voilà, quand on arrive à prendre un peu de recul, on commence à voir ces petites difficultés-là chez l'enfant, on comprend donc il est dans des difficultés qu'on arrive à déceler. Le dyslexique l'est à vie, mais grâce à une méthode pédagogique appropriée,
la difficulté s'atténue considérablement. Et pour une bonne santé, il faut aussi un environnement et un cadre de vie sain. Le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, en abrégé REDIC, et le projet de préparation et de réponse à la COVID-19, en abrégé PPRC, sont deux projets financés par la Banque mondiale et mis en œuvre par le CNLSTP. Ils ont tous deux des impacts sur l'environnement. Pour atténuer ces impacts, un reboisement a eu lieu à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce 9 mai. Jean-Claude James, Daniel Ada y était. Une espèce à croissance rapide, mise en terre sur ce site de 2 hectares dans la forêt classée de Wedo. C'est le temps du reboisement compensatoire à l'empreinte environnementale des projets PPRC et REDIC qui est ainsi donné. Plantons pour la santé, c'est le slogan choisi par ces deux projets. Certaines activités de renforcement du système de santé réalisées, notamment les travaux de construction de magasins, l'installation de 6 chambres froides dans 6 départements du Bénin, l'installation des incinérateurs, mais surtout, Monsieur le maire, l'accompagnement du projet pour l'incinération de tous les déchets. Ces diverses activités ont un impact sur l'environnement et interpellent donc la responsabilité sociale de ces deux projets. 5000 plants sont prévus dans le cadre de cette campagne de reboisement qui va atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Le soutien des différentes parties prenantes est total. Cette activité fort simple réunit tout le monde, surtout les populations, les communautés, et note l'engagement surtout de la Banque mondiale à pouvoir accompagner le Bénin dans toute activité qui permettra donc de préserver l'environnement. Préservant l'environnement préserve aussi donc la santé de la population. Il est dit que d'ici 2030 à 2050, on pourrait avoir plus de 250 000 décès liés au changement climatique. En participant à ce reboisement, c'est notre façon à nous de soutenir la prévention. Au nom de tout le conseil municipal et en mon nom personnel, je remercie le ministre de la Santé publique qui a vu juste en s'investissant à fond dans ce programme de reboisement compensatoire. Les populations réaffirment leur engagement pour le suivi et l'entretien des plants. Pendant ce temps, l'équipe de REDIC et du PPRC met le cap sur les formations sanitaires pour la sensibilisation des acteurs du système de santé aux gestes de préservation de l'environnement. Les filles et fils Lokba et Nago de Aoro dans la commune de Basila viennent de porter sur les fonds baptismaux leur association dénommée Association pour le développement économique, social et culturel. Le congrès est organisé sous la direction de la Fondation Paul Darboux, suivant le reportage de Jidi Kael Ayenan et Enoch Rompati. Des démonstrations époustouflantes, des danses du terroir. Ces tableaux sont présentés au congrès des filles et fils Lokba et Nago de Aoro, deux communautés sœurs qui se donnent la main pour la création de l'Association pour le développement économique, social et culturel. L'initiative est portée par la Fondation Paul Darboux. Parler de Yoruba, parler Lokba, c'est l'union que nous faisons de notre pays que nous aimons tant. Je voudrais dire à tout le monde d'œuvrer pour que cette union puisse se poursuivre et donner des petits dans les autres régions. 60 ans déjà que ces deux peuples cohabitent à Aoro, dans l'unité et la fraternité. Je suis persuadé que l'association va contribuer aux côtés du conseil communal à la résolution des problèmes de développement, en ce sens qu'elle vise la paix, la cohésion sociale au sein des communautés Nago et Lokba de Aoro. À vous les têtes couronnées, sages et notables de la commune de Basila, je vous adresse mes salutations respectueuses, dues à vos rangs respectifs et mes sincères remerciements pour le rôle de guide et d'éclaireur que vous jouez pour nos communautés. Sans l'unité, rien ne peut se faire pour le développement.
Et c'est surtout ça qui intéresse surtout le ministre d'État et au Tchadien. Je voudrais féliciter les organisateurs et surtout encore féliciter l'initiative qui a été prise pour organiser cette association-là. Alexis Darbou, fils de feu Paul Darbou, entend parachever l'œuvre entamée par son père afin de maintenir ici allumée la flamme de la fraternité à Ororo. Parlons à présent sport avec cet atelier organisé par la CAF et la Fédération béninoise de football. Il s'agit de l'atelier régional de licence des clubs de la CAF 2023. Il a démarré ce lundi 8 mai et va prendre fin le 11 mai prochain. Il a réuni plusieurs associations membres sélectionnées par groupe linguistique. Le point avec Esther Amensiga et Bruno Rotegbo. L'atelier au Bénin sera principalement axé sur la plateforme en ligne d'octroi de licence au club de la CAF, avec des sessions de formation approfondies pour des utilisateurs de la plateforme des associations membres. Cet atelier réunira des représentants des associations membres du Bénin, pays hôte, Gabon, Cameroun, RD Congo, Guinée équatoriale, Burundi, Centrafrique, Congo, Comores, Togo, Côte d'Ivoire et Tchad, ainsi que des clubs locaux au Bénin. Donc, licence de club, c'est un programme lancé depuis 2012 à la CAF et c'est un projet de professionnalisation des compétitions et des clubs. Donc, c'est un projet qui mène des critères, des exigences que les clubs doivent remplir pour participer à une certaine compétition. La CAF a approuvé un nouveau cadre réglementaire de licence de club, par exemple. Maintenant, c'est obligatoire. Tous les clubs qui vont se candidater à participer à la Ligue des champions masculine et Coupe de la Confédération ont une équipe première féminine. Donc ça, c'est un grand changement. La CAF a lancé depuis juillet 2022 une plateforme en ligne pour faire les fédérations de manière électronique. Même le Bénin, par exemple, il s'est ouvert pour la Fédération béninoise pour utiliser la plateforme pour la Ligue nationale, la Ligue féminine, la Ligue masculine, des autres compétitions au niveau national. Voilà qui vient mettre un fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Le thème de cette deuxième édition intitulée